Bien, mais bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation partagée de la CGT, de l'UNEF et de l'association Espace Marx sur Bordeaux. Et donc, l'idée étant de faire partager le travail de Guillaume et de Frédéric sur une partie de l'histoire de l'UNEF. Moi, j'en connais la plupart, puisque je l'ai vécu, et un petit peu avant aussi, mais c'était il y a longtemps, hein, les années 75, 76. Il est dans une autre vie. Donc, vous êtes un peu plus jeune, et tant mieux, et vous avez plein de choses à nous raconter. Alors, c'est d'autant plus important, je dirais, de s'intéresser un petit peu à l'histoire de ce syndicat étudiant, que le syndicalisme en milieu étudiant, c'est pas quelque chose de très facile. Vous le savez par votre expérience. Et aujourd'hui, enfin moi, de ce que j'ai vécu dans la dernière période, c'est la montée en puissance, je dirais, des associations qui se sont ensuite regroupées dans la FAGE et qui ont contesté d'une certaine manière, je dirais, la place qu'avait l'UNEF, ou les UNEF, selon comment on parle, dans l'histoire du syndicalisme étudiant. Mais enfin, bon, je pense que Frédéric et Guillaume vont nous en dire un petit peu plus. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'ils nous présentent un petit peu leur travail. On a vu que c'est posé des gros problèmes d'archives. Et puis peut-être ensuite que l'on essaye d'avoir un échange à partir justement de votre vécu, des questions que vous vous posez aujourd'hui. Hein. Je veux dire, l'intérêt, c'est de regarder comment l'histoire peut vous apporter quelque chose dans votre engagement d'aujourd'hui et pour peut-être être plus efficace, j'en sais rien, en tout cas, euh, vivre le mieux possible votre engagement syndical avec toutes les questions qui sont posées dans l'enseignement supérieur. Et ce n'est pas des moindres. Hein. Je veux dire, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les connaissez autant que moi, mais les attaques renouvelées de nos dirigeants sur, y compris l'enseignement supérieur, est un des services publics qui est attaqué, mais ça a aussi du sens. Peut-être qu'on aura un échange aussi sur ces questions-là. Voilà, écoute, donc je passe la parole à Guillaume. Et ensuite, on aura un échange, évidemment. Oui, on va vite basculer dans le dialogue. Bonjour. On se répartit un peu la parole. Donc là, c'est moi qui commence. Bon, merci évidemment d'être venu en fonction de cet ouvrage. Tout un petit préambule pour vous dire que là, on n'est pas là pour vous dire que, notamment pour les militants actuels de l'UNEF, ce qu'il faut faire, quelles sont les bonnes pratiques, les bonnes positions. On est d'accord, on n'est pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. C'est un livre d'histoire qui fait le bilan d'une organisation qui s'est étalée sur 33 décennies. Et donc, voilà, c'est un travail d'histoire, hein, ce n'est pas un travail de guide pour militants, etc. Hein, c'est que le rapport soit clair. Alors, cet ouvrage, hein, c'est un ouvrage de synthèse et qui donc fait le récit de cette organisation. Et c'est la première synthèse de cette histoire. C'est le premier, en gros, c'est le premier travail d'histoire sur cette organisation. Et c'est le seul ouvrage de synthèse sur une organisation syndicale étudiante, quelle qu'elle soit, que ce soit l'UNEFUS, l'UNEFID, etc. Il n'y a pas eu encore de synthèse historique sur une organisation étudiante. Il y a eu beaucoup de travaux universitaires sur le monde étudiant et ses organisations sur 68 et avant 68, mais après, c'est quasiment le vide, pour des raisons diverses, hein, et notamment le fait sans doute que le monde de la recherche a considéré les organisations étudiantes comme pas forcément légitimes, entre guillemets, des organisations avec un intermédiaire de délégués évidemment extrêmement libre. Et donc, il y a très peu de travaux de recherche sur les organisations. Et il y a un tout petit peu plus qui arrive à cette idée, parce que d'abord, leurs dirigeants ont écrit, une partie d'entre eux ont écrit leur mémoire, notamment de ces années étudiantes, Gambadélis, Titatis, tout ça, etc. Il y a eu pas mal d'articles de journaux qui présentaient un peu ces parcours d'anciens dirigeants de l'UNEF et qui ont mené plus ou moins des carrières politiques plus ou moins prestigieuses. Mais il y a eu des travaux qui ont été faits à l'université sur l'UNEFID, parce qu'eux avaient des archives et qui avaient un désir de transmission et de mémoire aussi.
En revanche, pour l'UNEF Renouveau ou l'UNEF Solidarité étudiante, c'est le désert. Il y a 4 masters, 4 ou 5 masters qui ont été faits assez récemment, hein, dans les années essentiellement après la réunification, même s'il y en a quelques-uns qui ont été faits dans les années 90, mais c'est essentiellement après. Aucune thèse. Voilà, donc universitaire. Alors pourquoi? Pourquoi cette absence de travaux sur l'université, sur l'UNEF Solidarité et l'UNEF Renouveau? Pour plein de facteurs. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas d'archives. Les archives ont disparu en 2001 lors de la réunification, en tout cas les archives nationales, qui ont été jetées lorsque les locaux ont été abandonnés. La CGT a récupéré les locaux, puisque c'est la CGT qui traitait les locaux. Bon, voilà, c'est un mystère, on ne sait pas le fin de l'histoire, mais en gros, ces archives ont disparu. Donc 30 ans d'archives. Il y a quelques fonds d'archives ici ou là en province, à Nancy, bientôt à Limoges, à Créteil. L'AG de Créteil a déposé des archives importantes aux archives départementales. Mais globalement, il n'y a pas un fonds qui permettrait éventuellement une étude, qui aurait permis une étude exhaustive sur ces 3 décennies d'existence. Alors, nous, on a du coup, on s'est intéressé, nous, on est 2 anciens de l'UNEF, hein. Mais voilà, depuis, ça fait 35 ans, je ne sais pas, qu'on a quitté ce monde-là, c'est infernal. Et bon, évidemment, comme tout le monde, on est passé à autre chose. Cette histoire nous est revenue un peu lorsque, voilà, certains ont commencé à vouloir récolter des archives, et puis il y a eu un engrenage, vous voulez, voilà, tout bêtement. C'est ces anciens et anciennes de l'UNEF qui avaient conservé quelques archives, ont commencé à exprimer le désir de les transmettre, de les déposer quelque part. Et ça a se matché parce que la Cité des mémoires étudiantes, qui existe quand même maintenant depuis quelques années, elle, vraiment, fait un travail archivistique lourd, vous devez le savoir sans doute, parce qu'elle travaille avec les organisations existantes, pour justement faire attention à ce que les organisations étudiantes, quelles qu'elles soient, fassent attention à leurs archives et puissent les déposer, les transmettre pour que leur histoire soit écrite plus tard. Voilà, donc, du coup, aidé par ces archivistes de la CME, par les chercheurs du groupe de recherche et d'études du mouvement étudiant, eh bien, globalement, bah, un travail de collecte et de création d'un réseau des anciens et des anciennes nous a permis finalement de reconstituer ce fonds petit à petit. Ça fait 3 ans et demi qu'on travaille dessus. Et en 3 ans et demi, on a quand même réussi à couvrir les 3 décennies. Paradoxalement, un peu moins la dernière décennie. Là, on a plus de mal à récolter des archives et à légitimer notre démarche auprès des anciens de cette UNEF, donc la fin des années 90. Mais voilà, globalement, on couvre assez bien les années 69-71, donc la création de la tendance au sein de l'UNEF, 71-80, donc la première décennie. Cette UNEF, ça se déploie, est en essor, c'est une période assez dynamique, dans un contexte politique relativement favorable, avec le programme commun, etc., qui fait qu'on a une organisation qui domine la vie étudiante, qui est la première organisation aux élections, mais aussi en termes d'effectifs. Ouais, je finis les 2 décennies, hein, mais vas-y, non, vas-y, pas de souci. Parce qu'avant de rentrer sur le fond, je voudrais ajouter au fait qu'on a récupéré des archives auprès des anciens et des anciennes. Comme vous savez, il y a des gens qui gardent et des gens qui gardent beaucoup et des gens qui ne gardent pas du tout. Il y a des gens qui prennent des notes, il y en a d'autres qui n'en prennent pas. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a la collecte auprès des anciennes et des anciens qu'on a pu reconstituer grâce aux réseaux sociaux, hein. Les réseaux sociaux ont été très il y a un groupe Facebook, etc. Bon, ça a été très utile. Mais la deuxième chose qu'on a faite, c'est les entretiens. C'est-à-dire qu'on en est à une trentaine d'entretiens avec des anciennes et des anciens. Demain matin, par exemple, on va interviewer, enregistrer Maryse Dumas, que vous devez connaître, qui a été non seulement qui a été membre du bureau national de l'UNEF et secrétaire confédéral de la CGT. Donc, on continue à faire des entretiens. Donc, ça, c'est la deuxième source qui nous permet de reconstituer cette histoire. Et puis, il y a une troisième source, c'est, vous verrez à la fin du livre, dans les annexes, sur les 30 années, on a réussi à reconstituer quasiment, enfin, maintenant, il en manque 2. Dans le livre, il en manque 3, mais depuis, on en a retrouvé un. La composition des bureaux nationaux de 1971 à 2001. Et ça fait à peu près 500 noms sur 30 ans. Et on a trouvé les coordonnées de beaucoup de ces 500 noms et on a envoyé un questionnaire
auxquelles ils ont répondu un questionnaire en ligne, et on a eu à peu près 110 réponses, ce qui fait qu'on a 110 réponses sur 500, ce qui fait un taux très, très élevé. Ce questionnaire nous a permis, alors on posait des questions, quand est-ce que vous avez adhéré à l'UNEF, qu'est-ce que vous avez fait à l'UNEF, quel diplôme avaient vos parents, quel diplôme vous aviez en sortant de l'UNEF. Bonne nouvelle, un des enseignements, c'est qu'on réussit ses études en militant à l'UNEF, ce n'est pas toujours ce qui se dit dans la presse. Et puis, ce qu'ils ont fait, ça peut être chaotique. Hein, ça peut être chaotique. Ça peut être chaotique. Ça peut prendre du temps, mais en général, en gros, ils ont réussi. Par exemple, sur les 110 ou 120, il y a 25% qui sont docteurs en médecine ou dans d'autres disciplines. 25%, c'est un niveau très, très élevé par rapport à la population étudiante générale, quoi. Voilà, c'est ça les trois. Donc, les archives, les entretiens et ce questionnaire en ligne. Et puis, il y a des réseaux sociaux avec lesquels on a testé des hypothèses. On est en débat permanent, on a un collectif. Des fois, il y a cette brochure. Hein, voilà, il y a des ça nous permet de tester des hypothèses et d'avancer des explications. Ouais. C'était ça avant de rentrer sur le fond. Oui, bon, voilà, donc les choses sont claires sur la façon dont on a pu donc, retracer ces 3 décennies. Donc, je parlais de la première décennie, donc on constate quand même une dynamique assez forte de cette organisation, ce qui contredit l'idée reçue aussi, hein, on parlera, hein, si vous voulez, de la scission ou de la création de la tendance avant, que les organisations, entre guillemets, dominées par les étudiants communistes étaient en déliquescence après 68. C'est faux. Les organisations de jeunesse communistes ou, entre guillemets, animées par les étudiants communistes sont en dynamique après 68. Évidemment que les mouvements d'extrême gauche vont se déployer, etc. Mais il y a aussi, et ça c'est important à prendre en compte, il y a aussi une crédibilisation de la démarche des étudiants communistes qui justement refusent la politisation à outrance, qui ça par rapport au premier débat comme tout à l'heure, hein, mais qui refusent la politisation à outrance du syndicat. Et la création de la tendance, elle se fait sur une orientation syndicale stricte, avec un refus de transformer le syndicat en mouvement politique de masse, et donc la perspective révolutionnaire que certains ont voulu éventuellement lui donner, associée à des militants socialistes, associée à des militants catholiques aussi, qui revendiquent un peu cette tradition syndicale, bon, même si l'UNEF n'a pas toujours eu cette orientation, bien sûr, et qui veulent revenir sur un socle syndicale. Cette UNEF, elle rencontre là des difficultés dans les années 80, où il y a une espèce de difficulté à gérer le rapport au pouvoir, puisque la gauche arrive au pouvoir en 81. Et donc là, c'est la première fois que l'UNEF, animée par des militants quand même globalement de gauche, se retrouve en difficulté parce qu'elle a du mal à s'associer aux réformes, à peser sur les réformes, notamment sur la fameuse réforme Savary, que l'UNEF a soutenue activement, mais avec de grandes difficultés finalement à avoir une influence réelle sur la rédaction de la loi. Comme vous le savez, ce gouvernement du nom de la gauche disparaît en 84. Et là, pour l'UNEF, c'est le début des difficultés parce qu'il y a vraiment une rétractation de sa position. Et là, l'UNEF s'effondre en termes d'effectifs, en termes d'audience. L'UNEF-ID, elle, se déploie, alors qu'elle c'est elle qui, en gros, des années 80, est une dynamique pour l'UNEF-ID, pour différentes raisons, notamment parce que, en gros, comme globalement, le Parti socialiste joue la carte de l'UNEF-ID depuis le début, depuis 72 à peu près. Mais là, clairement, elle a un moyen d'avoir une influence dans le monde étudiant et qui évidemment a marginalisé en partie l'UNEF au niveau national. Ce n'est pas le cas dans toutes les universités. Et puis les années 90, c'est une nouvelle période qui s'ouvre de crise interne, qui commence par une très très grave crise interne, mais qui finalement débouche, cette crise interne est très très liée au monde communiste. Elle débouche paradoxalement sur une ouverture de l'UNEF, puisque des militants venus d'autres courants, etc., en profitent de cette crise pour investir cette organisation. Donc il y a une diversification finalement des militants de l'UNEF, que ce soit des militants trotskistes, de la LCR,
des JCR, de l'alternative libertaire, du SCALP, oui, bon, donc une vraie diversification avec des tensions internes, mais finalement débouchant sur une dynamique, puisqu'il y a une espèce d'émulation entre AG, soit positionnel, soit, comme il s'appelait, hein, soit ou soutenant la direction nationale. Et donc, l'UNEF, finalement, aborde avec une réelle dynamique les années 90, avec le mouvement de 95, où l'UNEF, là, s'investit de façon assez forte, alors que l'UNEFID, elle, est en difficulté, rentre en crise interne, et avec une perte d'audience. Alors, la fin par contre, est plus difficile, puisque le rapprochement des organisations, qui s'effectue sans doute aussi sous l'égide, en tout cas sous l'égide, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas sous le regard bienveillant de la CGT et du GICT, qui trouvait quand même que ces organisations qui s'affrontaient, qui étaient quand même bien affaiblies, peut-être bien quand même qu'elles s'unissent pour peser davantage et être un relais aussi pour elles. Les modifications aussi du syndicalisme en général, avec la création de la FSU, le SUD, etc., bon, cette espèce de bouillonnement des années 90 sont propices au rapprochement entre les deux UNEF. Et lorsque l'idée de réunification s'enclenche, là, l'UNEF entre en crise très grave, parce qu'une grande partie des militants et des AG la refusent cette dynamique-là, pas forcément de rapprochement, mais de réunification. Et la réunification est acquise en juin 2001, mais vraiment… en forceps. Ouais, utiliser cette image, mais dans une situation vraiment de crise interne qui fait que finalement, elle n'aborde pas la réunification comme étant finalement son œuvre et dans une dynamique. Hein, c'est pour ça que certains, tout à l'heure, parlaient de l'UNEF comme étant finalement la survivance de l'UNEFID. C'est intéressant que vous ayez cette mémoire-là, et c'est sans doute pas totalement faux, hein, parce que c'est vrai que l'UNEF qui s'éteint donc, en juin 2001 a évidemment énormément de mal à peser sur cette UNEF réunifiée. Alors nous, vous verrez les conclusions, nous on ne tranche pas sur cette question de la réunification, si c'était bien ou pas bien, on essaie de constater un peu les difficultés. En revanche, je pense que là, on est convaincu que l'histoire du syndicalisme étudiant ne disparaît pas en 2000. C'est clair, hein. Que le syndicalisme étudiant va se déployer sous d'autres formes, etc., dans des contextes très différents. Mais voilà, cette histoire, alors, cette histoire qu'on a retracée, c'est une histoire que nous, en tant qu'anciens de l'UNEF, on ne connaissait pas, encore il y a 3 ans, et je pense que personne ne connaissait. Puisque aucune transmission, là, vous parlez de stages, un peu de formation avec un regard historique, eh bien finalement, il y en a eu très peu dans l'histoire de l'UNEF. On connaissait la génération d'avant, quelques années, quelques congrès précédents, mais globalement, moi j'ai milité à l'UNEF de 86 à 90, je ne connaissais rien à ce qui s'est fait dans les années 70, à la scission, encore moins à la création de la tendance renouveau, et l'histoire n'était pas transmise de génération en génération. Et j'ai rien su de ce qui s'est passé après, je n'ai pas suivi, on est passé à autre chose. Et donc, cette écriture de l'histoire, pour nous, elle a été passionnante, si vous voulez, parce que d'abord, par la construction de ce réseau, ces rencontres qu'on a eues avec ces anciens et anciennes, qui humainement, vraiment, a été extrêmement enrichissant et touchant même. Hein. C'est vraiment des rencontres, parce qu'évidemment, les gens qu'on arrive à recontacter, c'est des gens qui ont un regard bienveillant, voire positif sur ce passé. Hein, ceux avec lesquels ce passé a été plus douloureux, parce qu'il y a eu des crises, tout ça, bien sûr, ben, on n'arrive pas pour l'instant, on a du mal à les joindre. Mais, bah oui, bien sûr, hein, il y a pas de gens qui n'ont pas forcément envie de revenir sur un passé douloureux, parce que ça peut être douloureux. Vous savez très bien que les organisations étudiantes peuvent aussi avoir des affrontements internes très, très durs et qui peuvent laisser des traces. Voilà. Donc, et puis, voilà, on a redécouvert les dernières générations, et voilà, ce qui nous a permis un peu de couvrir ces 3 décennies. Donc, voilà, pour nous, une histoire passionnante. J'espère que c'est perceptible dans la lecture de cet ouvrage. J'ajoute sur le côté passionnant, c'est que c'est une histoire de l'UNEF, donc c'est une histoire qui a un rapport avec le syndicalisme étudiant,
mais aussi, à mon avis, l'intérêt de cette histoire, c'est d'être un poste d'observation original sur l'histoire du syndicalisme en général et sur l'histoire de la gauche de 1971 à 2001, c'est-à-dire pendant 3 décennies où il y a eu quelques bouleversements à l'intérieur de la gauche. Donc, c'est vraiment un observatoire décalé qui n'avait pas comme a dit Guillaume, qui n'avait pas jusqu'à maintenant de crédibilité universitaire, mais c'est vraiment très intéressant. Par exemple, juste un exemple, on a reconstitué le nombre d'adhérents, l'évolution du nombre d'adhérents, mais réel. Voilà. Suivez mon regard du nombre d'adhérents de l'UNEF. Bon, déjà, on a déjà fait ça, donc on est tombé des nues. On est tombé nous-mêmes des nues parce que même y compris ce que nous on pensait être la vérité au moment où on militait, on était 13 ans au-dessus. Donc il y a cette, bon, en gros, pour que si vous verrez, hein, en gros, à l'apogée, l'UNEF, cette UNEF-là, c'est 12-13 000 étudiants. Et le nombre d'adhérents a plutôt tendance ensuite à baisser au milieu des années 80, c'est 2800. Ça remonte légèrement à cause de l'émulation dont on a parlé, on arrive peut-être à 4000, mais à un moment donné où le nombre d'étudiants à l'université augmente. Donc c'est d'ailleurs ça aussi c'est une vraie question très intéressante, c'est-à-dire que entre le faible taux de participation, vous le savez, aux élections universitaires et ce faible nombre d'adhérents, on pourrait se dire les syndicats étudiants, ce sont des sectes, ce sont des groupuscules non représentatifs. Vous connaissez ce discours. Nous, on pense que non. On pense que malgré ça, ces organisations étudiantes, elles jouent un rôle très important à l'université et dans l'histoire du syndicalisme en général et l'histoire de la gauche. Et donc, je terminais sur l'histoire de l'UNEF et du syndicalisme, par exemple, alors à un tout autre niveau, évidemment. Et je n'ai pas les vrais chiffres. À un tout autre niveau, ce qu'on voit, c'est que l'évolution du nombre d'adhérents de l'UNEF est tout à fait parallèle à l'évolution du nombre d'adhérents, donc à un autre niveau, de la CGT, et même de la CFDT. Donc c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Ça dit quelque chose sur l'histoire sociale de la France, voilà. Et donc, c'est aussi. Oui, ça part de l'engagement en général. Pourquoi s'engager? Pourquoi ne pas faire uniquement ses études? Pourquoi ne pas travailler uniquement? Pourquoi essayer d'investir dans une organisation de type syndical? Et voilà, donc ça brasse quand même, ce livre tente de brasser un petit peu des domaines bien plus larges que simplement ceux de l'histoire de cette organisation. Moi, j'ai envie de vous poser une petite question. C'est par rapport au contexte général de ces 30 dernières années. Il s'est passé quand même de grands bouleversements sur le contexte géopolitique, l'effondrement des pays de l'Est, ce qui pouvait constituer pour certains un modèle alternatif au capitalisme dans les sociétés développées. Et puis, la crise qu'a connue la gauche en interne en France, avec des conséquences, même on pourrait faire certains parallèles. Je crois que à certains moments, y compris chez les communistes, il y avait une tension, je dirais, entre ceux qui étaient pour la réunification syndicale de l'UNEF, parce qu'ils étaient en même temps pour la réunification politique du PS et du PC, pour dire les choses un peu de manière ramassée, mais c'était un petit peu quand même sous-jacent dans certains débats. Donc voilà, enfin, mais peut-être que je me trompe, votre point de vue. Ouais, on n'a pas de compteur. Non, ce qui est sûr, c'est que, donc, je l'ai dit, hein, l'histoire de cette UNEF est une caisse de résonance, je dirais, accentuée de l'histoire de la gauche et des évolutions, comme tu dis, géopolitiques. Nous, on a une thèse qui peut se discuter, c'est qu'on dit que cette UNEF fait partie de ce qu'on a appelé de ce que nous appelons la nébuleuse communiste. Alors, qu'est-ce qu'on appelle qui donc va en suivre les évolutions, les crises, les débats internes. Je ne suis pas sûr, en revanche, que la réunification de 2001 soit liée au fait que des gens auraient voulu faire un congrès de Tours à l'envers et réunifier le PCF et le PS. Je pense que la raison fondamentale est liée d'une part à l'affaiblissement de l'UNEF,
Donc, il y a quelque part une manière de trouver une réponse à cet affaiblissement. Et surtout, comme a dit Guillaume, à une recomposition du champ syndical français et notamment à l'orientation de la CGT autour de ce que la CGT appelait le syndicalisme rassemblé. Donc, il y a sans doute d'autres facteurs. Hein, la création de la FSU, par exemple, la FSU, quand elle se crée, elle décide. Alors, la FSU, alors, vous compreniez les changements. La FSU, elle se crée par la victoire, on va dire comme ça, du courant Unité et Action, en courant tendance de ce qui précédait la FSU, c'est-à-dire la FEN, Unité et Action qui faisait partie aussi de cette nébuleuse communiste, alors avec tous les intermédiaires, l'autonomie, etc. Mais à sa création, la FSU décide d'entretenir des relations symétriques, aussi bien avec CETUNEF qu'avec l'UNEFID. Et moi, j'ai interrogé des dirigeants de la FSU qui m'ont dit on n'a pas joué un rôle direct dans la réunification, mais on était très satisfaits qu'il y ait réunification parce qu'on avait enfin un seul interlocuteur dans le monde étudiant, et ça nous facilitait la vie. Je crois que pour la CGT, c'est sensiblement les mêmes motivations. Et je ne vois pas, en tout cas, on n'a pas trouvé dans les archives ni dans les témoignages quelque chose qui nous dirait ça serait alors, ce qui est vrai, en revanche, ce n'est pas une réunification PCPS, mais la réunification, elle se fait au moment de la gauche plurienne, c'est-à-dire dans une période où le PCF et le PS gouvernent ensemble en France. Ça, c'est vrai, et que ça facilite évidemment la réunification. Mais il y a aussi d'autres changements. Par exemple, il y a un débat, on va venir ensuite, parce que peut-être qu'on va dialoguer, il y a un débat structurant à l'intérieur du syndicalisme étudiant entre 1971 et 2001, c'est que CETUNEF, grosso modo, est favorable aux bourses sur critères sociaux. Alors, vous voyez, le temps change. Hein. Et alors que l'UNEFID est favorable à une allocation d'études pour tous. Mais à la fin de la période, CETUNEF-là se convertit, le mot, je ne sais pas, est bon, se convertit à l'idée d'une allocation d'études pour tous. Et donc, ça lève un obstacle au rapprochement. Donc, en fait, il y a plein de facteurs comme ça qui jouent. Nous, on n'a pas voulu décrire, aussi bien pour la scission de 71 que pour la réunification de 2001, on n'a pas voulu faire une description AG par AG, majoritaire, parce que ça, on peut débattre sans fin. Nous, ce qu'on a voulu, on a essayé de problématiser et de mettre en évidence des facteurs explicatifs, mais qui sont encore à discuter, à confirmer ou à infirmer. Voilà. Oui, le rapport aux politiques, et notamment au Parti communiste, hein, faut être clair, hein, est vraiment passionnant à étudier. Et je pense quand même, au vu de ce qu'on a commencé à comprendre, c'est que la réunification, elle se fait dans un contexte où le Parti communiste, globalement, se désintéresse de l'UNEF. Parce que le Parti communiste se tourne vers d'autres formes, d'autres choses, d'autres dynamiques. Bon, on en pense que l'on veut, mais fondamentalement, voilà, il y a une espèce d'abandon, en quelque sorte, de l'UNEF qui fait qu'un peu, on a une réunification qui s'effectue dans un contexte où, justement, là, c'est clairement pas l'UNEF qui impulse, qui dynamise ce processus, qu'elle subit plus et qui, en interne, est géré de façon catastrophique, hein, qui crée des tensions énormes, parce que les AG vont partir les uns après les autres, et certaines, comme vous le savez, refuseront cette réunification. Donc, voilà, donc c'est une période très dure, mais sur les rapports aux politiques, franchement, on considère, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que la tendance renouveau, lorsqu'elle est décidée sa création est décidée en 68, c'est très rare en 69, mais la décision est prise globalement 68, elle est prise par le Parti communiste, de dire à ses militants étudiants, allez, il faut investir l'UNEF. Même si les étudiants communistes étaient déjà présents dans l'UNEF, bien sûr, la décision est prise à l'automne 68, là, dans le but de prendre la direction de l'UNEF. Comme quoi c'était possible. Et vraiment de lutter contre l'emprise des mouvements gauchistes, hein, qui évidemment avaient comme objectif d'abandonner justement cette orientation syndicale et d'aller sur un mouvement politique. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que assez vite, CETUNEF, une fois lancée, une fois créée,
eh bien, c'est une organisation autonome. C'est pour ça qu'on parle, nous, de nébuleuse communiste. Puisque les miens, les militants communistes de l'UNEF, les dirigeants communistes de l'UNEF, n'allaient pas prendre des directives, savoir s'il fallait faire tel tract ou tel mot d'ordre ou je ne sais pas quoi, lancer telle grève. C'était l'UNEF qui décidait ça. Hein. Ce n'était pas le Parti communiste qui donnait des directives d'action. Donc, il y a une vraie autonomie et les militants communistes de l'UNEF, bien que communistes, bien que, évidemment, liés à ce parti, se mettent à distance le politique. Hein. Il y a des tensions, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des tensions toujours entre les directions de l'UNEF et la pression éventuellement que l'UEC aurait pu exercer sur elle. C'est toujours difficile. Parce que même lorsque des cadres de l'UEC sont placés à la direction de l'UNEF, ça a été le cas, Jean-Luc Manot en 1976, un peu plus tôt en 1973, un trésorier, etc., où c'est l'UEC et la JC qui décident pour renforcer ou pour influencer de placer des cadres au sein de la direction de l'UNEF, même ces cadres, assez vite finalement, eh bien, prennent conscience qu'ils deviennent maîtres d'une organisation et qu'il est hors de question d'accepter de recevoir des ordres de qui que ce soit. C'est presque une question affective, quoi, de fierté. Quoi. On va pas... on a un soutien. Alors, donc, ouais, je finis là-dessus sur le rapport aux politiques. On considère néanmoins que cet adossement au Parti communiste a été un atout pour cette UNEF parce que c'est un soutien politique, c'est un soutien financier, c'est aussi une structuration, une cohérence, si vous voulez, mais c'est en même temps son handicap majeur, puisque c'est une UNEF qui voulait être une organisation de masse, ouverte à tous les étudiants, n'a jamais pu réellement s'ouvrir à différentes mouvances de façon pérenne et tangible, quoi. Et donc, voilà, donc, un atout, c'est clair, hein, mais en même temps, un handicap, puisque cette UNEF n'a pas réussi globalement à devenir une organisation réellement diversifiée, même si à la fin, cette opposition interne qui naît au début des années 90 se fait constamment dans l'opposition et globalement n'arrive pas à être associée à la direction du syndicat. Elle existe, mais elle n'est pas globalement associée. Allez-y, oui. Genre, vraiment, mes parents étaient de l'espace, ils ont une modeste, on ne pas, ils ont un espoir, qui allaient sortir à la fac, c'est la première fois qu'ils pas, et qui trouvaient le confort dans les résidences universitaires. Et leur socialisation politique ou la poursuite de leur socialisation politique, c'est peut-être dans le même et la flux, et d'une façon tout à fait naturelle, parce que l'époque, est-ce que vous avez mesuré cette sociologie? On n'a pas une mesure précise. Parce que d'abord, il n'y a pas, par exemple, on a recomposé les listes des membres du bureau national, mais les membres du bureau national, donc déjà c'est un profil particulier, et on n'a pas aucune archive, et puis même ce serait très difficile à exploiter sociologiquement, on n'a pas de liste d'adhérents, même, peut-être on va en trouver là on a récupéré, enfin on va sauver les archives de l'AG de Limoges, peut-être qu'il y a des archives avec des listes d'adhérents, mais bon, on va trouver des noms, des adresses, ça ne va pas nous dire grand-chose d'un point de vue sociologique. On a des témoignages de ce type, par exemple, mais qui montrent aussi un décalage, qui montrent aussi une difficulté. Alors, je ne sais pas si tout le monde est tout courant, donc il y avait l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, et il y avait une organisation qu'Arnaud a citée, qui est la FRUF, qui était l'organisation, la Fédération des résidents universitaires de France, donc des résidences,
il a été président, qui rassemblait les étudiants en cité universitaire. Et donc, qui, par définition, étaient d'origine sociale plus modeste, parce qu'ils avaient accès aux cités U, donc il y avait sur critères sociaux. Donc, on a par exemple plusieurs témoignages, mais on a un témoignage intéressant, parce qu'elle est connue, de Marie-Georges Kosselec, qui ensuite va se marier et va s'appeler Marie-Georges Buffet, et qui était présidente de la FRUF. Une des premières femmes présidentes Ouais. de l'organisation de l'UNEF. Et donc, qui en tant que telle siégeait au bureau national de l'UNEF, et qui nous a dit, mais moi j'avais un mal énorme à trouver ma place au sein du bureau national de l'UNEF, parce que les arguments volaient haut, c'était de la stratégie de haute volée, mais nous on interprète ça sous deux angles. Un décalage social, parce que Marie-Georges Buffet est d'extraction très populaire, en fait, alors que les cadres de l'UNEF en 71, bah, ils sont un peu plus, ils sont issus de catégories sociales plus élevées, je ne sais pas si c'est le mot non plus, plus à l'aise, plus aisées. Et puis par ailleurs aussi parce que c'est une femme dans un bureau national où il y avait 31 membres, 3 femmes et 28 hommes. Donc ça aussi, c'est un autre décalage. Mais c'est sûr que il y a des gens, des étudiants, mais c'est difficile à mesurer, d'extraction populaire qui ont trouvé dans la FRUF et dans l'UNEF une manière de s'insérer à l'université alors qu'ils arrivaient sans les codes de la, on va le dire comme ça, en 71, de la petite de la grande bourgeoisie. Par exemple, l'AG de Nancy qui a joué un rôle très très important dans la constitution de la tendance renouveau et dans la scission de l'UNEF et la création de cette UNEF, était dirigée par des gens d'extraction très populaire et en plus, par ailleurs, ça c'est encore une autre question, de culture catholique. C'est encore un autre sujet qui est très intéressant hein, pour l'UNEF. La place des étudiants catholiques dans la constitution de ce syndicat. Il n'y a pas que la question politique, il y a aussi cet aspect-là. Peut-être, pour le premier bureau national, il y a peut-être une question aussi sur les étudiants juifs. Même après. Où beaucoup sont, alors c'est des fils souvent c'est fils ou des filles de militants communistes d'origine juive, ashkénaze, d'Europe de l'Est. Voilà. Mais il y a une question aussi, alors ça c'est encore plus difficile à traiter, on ne l'a pas traité dans le livre, mais c'est une question qui se pose. Il n'y a pas que le rapport aux politiques. Je confirme, étant moi-même initié, enfin j'ai commencé mon action militante dans la JOC. Et donc c'est ensuite évidemment que je me suis retrouvé quelque part à l'UNEF. Je suis d'origine paysanne ouvrière et donc c'est vrai que je confirme aussi les difficultés à s'intégrer dans des organisations à l'époque, dans la mesure où justement on n'a pas les codes. Et moi, quand j'ai commencé à militer, je veux dire, j'étais loin de connaître tous ces univers, qu'ils soient intellectuels ou autres, et donc y compris militants. Je veux dire, c'est des choses qu'on apprend sur le tas. Mais l'UNEF est une très bonne école, comme l'UEC est une excellente école de formation et un très bon creuset, la JOC aussi d'ailleurs. Il y avait Santiago, je crois, qui souhaitait intervenir, et Vincent, docteur. Et donc, j'ai militant à la de la fin de mois. Et ce que je voulais dire, c'est pas raconter le monde, c'était un peu à l'envers, mais il est clair que dans la période de 68 à 71, je n'étais pas communiste, mais je militais avec les communistes et avec les chrétiens en Inde. Là, c'était très clair. J'étais ni chrétien ni communiste, mais c'est un partisan communiste incontestablement. Et je n'étais pas non plus plein d'illusions, dans la beaucoup. Et ce que je sais, c'est que, en tout cas, mon choix de militer à l'UNEF de Meaux est lié à une expérience. Je veux dire, quand on distribuait des tracts de l'UNEF
en 68 sur le campus. Je me souviens d'une fois où des camarades de la gauche prolétarienne sont arrivés en masse, ils ont arraché les facs et commencé à cogner. Et on a eu un réflexe, on peut l'appeler, ne touchez pas à la camarade, même, doucement, quoi. Ils ont répondu, c'est pas une femme, c'est une camarade. Donc on peut cogner. Et ensuite, je me souviens que dans la préparation, entre guillemets, du congrès de Marseille, qui est de 168. Après 68, la fin de 68, à la fac de Rouen, quand il y a eu le congrès départemental, le congrès de la fac, quand je me suis pointé, on m'a dit tu n'entreras pas. C'était interdit aux militants repérés comme communistes ou sympathisants communistes. C'était impossible de militer. Donc, évidemment, quand l'Union Nouveau s'est créé, j'ai été partout. Mais pour très peu de temps, parce que j'ai commencé un étudiant de licence, je n'avais pas 21 ans, j'étais père, j'avais 2 enfants, je n'avais pas le droit de voter, et je me suis plutôt tourné vers le syndicat enseignant, donc après 171, donc je suis connu que le début, je me souviens très bien de travailler à une assemblée à Paris où Dick, était non. Et pour revenir à la question de. C'est très compliqué à cerner, mais il est clair que les grosses AG de l'UNEF lors de la création du renouveau, pour certaines d'entre elles, sont liées aussi à un contexte populaire et ouvrier. Alors, si on parlait de Nancy, de Lille, etc., il y a un terreau aussi qui explique en tout cas la dynamique à la fois de l'influence des étudiants communistes et puis après de cette orientation syndicale. Hein, les témoignages le montrent, c'est souvent des actions concrètes qui ont effectivement convaincu des étudiants pas non politisés hein, de s'associer aux syndicats. Et puis après, donc, évidemment, dans le cadre de la formation du militant aussi à développer sa pensée. Et certains se politiser, parce que ces catholiques anciens dont Frédéric parlait, la plupart, pas tous, mais la plupart sont devenus communistes. Ils n'ont pas resté, mais ils le sont devenus. Oui. Non, non, il avait aussi en charge l'enseignement supérieur. Voilà. Il y avait Chevènement qui avait la recherche, et Favary avait l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Et c'est lui qui était en charge de rédiger la loi sur l'enseignement supérieur. Et c'est vrai que l'UNEF, en 81, quand la gauche gagne les élections, pense qu'elle, parce que notamment elle a appelé au 2e tour à voter Mitterrand, qu'elle a dans sa direction, elle va faire rentrer des étudiants socialistes. C'est que l'UNEF n'avait pas fait. Ouais, voilà. Elle pense qu'elle va peser sur les réformes. Elle est satisfaite de la loi globalement. Hein, elle soutient la loi. Mais en vérité, le Savary, en gros le Parti socialiste et le gouvernement, vont jouer les deux UNEF et de la division et vont, en fait, même si encore à l'époque, l'autre UNEF est dirigée par le courant lambertiste, trotskiste, va privilégier cette UNEF, donc qui vient de s'élargir en s'appelant UNEF-ID, au détriment de l'UNEF. Bon, et puis, une difficulté, hein, toujours. Hein, de toute façon, même la CGT, à l'époque, a des difficultés à être à la fois le syndicat et en même temps soutenir certaines réformes du gouvernement. C'est une constante. Hein. Oui, bien sûr, vous verrez. Alors, juste un truc, si vous voulez, on a mis, le jour de la sortie du livre, on a mis en ligne sur notre site histoire-unef.fr, on a mis en ligne toutes les archives qu'on a utilisées, et notamment, c'est assez simple, il y a aussi les collections de journaux. Il y a un journal qui s'appelle Le Nouveau Campus, et si vous regardez, si vous feuilletez, vous allez voir que l'UNEF est exigeante vis-à-vis de la loi, comme je ne sais plus quels sont les mots d'ordre exacts, mais en gros, c'est un soutien. C'est un soutien.
Et il y a une campagne de. Alors, on dit aux étudiants, il faut l'améliorer, signer la pétition pour améliorer la loi, etc. Il y a ce genre de choses, mais il y a un soutien. Ouais. Alors, oui et non, parce que la loi, elle est quand même positive par rapport à la précédente loi. Alors, ce qui est intéressant, c'est sur l'autre loi, la loi Faure, qui a été adoptée en 68, voilà, à l'automne 68, donc avec à la manœuvre un ministre de droite qui s'appelait Edgar Faure, mais commandité par De Gaulle, en fait. Hein. Cette loi, elle prévoit notamment des élections étudiantes dans les élections des représentants dans les conseils d'université. Alors, à l'époque, c'est les élections dans les UFR, et ensuite, les élus aux UFR élisent les élus au conseil central. Voilà, c'est un peu différent avec la loi Savary. L'UNEF, au nouveau, soutient cette loi, enfin, soutient cette loi, soutient le fait de participer aux élections, alors que l'autre UNEF, et c'est la direction de l'UNEF. Oui, oui, c'est ça. Mais après, ça va se maintenir. La direction de l'UNEF, c'est-à-dire PSU et extrême gauche, vont dire participer aux élections, c'est accepter la collaboration, l'intégration, etc. Et c'est une des raisons officielles de la scission, ensuite de février-mars 71. Voilà. Oui, c'est hyper intéressant. La question, en 2019, quand il y a une initiation aujourd'hui à une décision pour la recréation de la FSE, aujourd'hui, on voit que la FSE refuse de participer aux élections étudiantes. La dernière fois qu'ils sont présentés, il y a 2 ans, sur une conférence de soutien, et que depuis lors, la FSE au niveau national refuse de participer aux élections étudiantes. Donc, on voit bien aussi, c'était une des raisons de la scission en 2019, il y avait une critique sur le fait que ne participent pas à ces élections. Avoir une chronique de l'histoire politique, il y a un mouvement politique sur le fait d'avoir, si on participe à des projets politiques, etc., on peut réunir des fois au majoritaire aujourd'hui, qui revendique le fait qu'on va faire une politique politique. Au niveau du socle syndical et des questions politiques de l'ordre national, on ne peut pas confier et alors, pour être tout à fait le FUNEF, à sortir de son congrès, parce que en se présentant aux élections, l'UNEF Renouveau réussit un coup, c'est qu'évidemment, il faut trouver des candidats, puis ensuite, il y a des gens qui votent pour vous, et ça crée une dynamique. Et donc, en fait, c'est aussi un levier de renforcement. L'autre UNEF se rend compte de ça. À son congrès de 73, décide, elle, à nouveau, décide qu'elle va participer aux élections seulement au Crous, et elle le fait en 75. Donc, en 75, l'autre UNEF se présente aux élections au Crous, mais elle se présentera aux élections universitaires qu'à partir de 81, justement, à partir du vote de la loi Savary, en disant, bah, voyez, maintenant, il n'y a plus la loi Faure, on participe aux élections. Donc, en fait, c'est très difficile de trouver des constantes sur 30 ans. Il y a des évolutions. Mais par contre, il y a un truc très intéressant comme débat, je ne sais pas où vous en êtes, aucune idée, hein. C'est que l'UNEF Renouveau refuse les tendances. Mais oui, l'UNEF US et l'UNEF ID fonctionnent sur la base de tendances, voilà. Mais l'UNEF dans laquelle vous êtes est organisée, si je ne me trompe pas, peut-être que vous vous êtes contre, mais globalement, elle est organisée sous forme de vote de courant. Enfin, il y a des votes de motion à la proportionnelle, voilà, donc des tendances. On avait dans le vote l'entreprise et on a eu une ratification entre vraiment les constitutions démocrates réformistes et la majorité nationale il y a un an ou deux. Et comment je parle de la c'est qu'en fait, quand on y va, on est directement incorporé dans une tendance automatiquement. Le tendance n'est pas élémentaire.
terrain, tout ça, et juste purement imposer déjà en haut, parce qu'en fait, les tendances sont actuellement dans le net, du moins c'est le cas de la tendance majoritaire et de la tendance aussi, des groupes politiques s'organisent dans le net pour recruter politiquement directement. Quels sont les rapports avec la LFI, justement? Parce que j'ai le sentiment quand même qu'il y a un investissement un peu particulier chez les étudiants avec la volonté de capter un certain nombre d'organisations. Alors, est-ce qu'ils sont tous organisés à point levé? Est-ce qu'ils sont tous organisés? Est-ce qu'ils sont chez vous? Oui, alors, en ce qui concerne la France Insoumise, c'est d'essayer de prendre la direction de l'UNEF une première fois en 2017, puis après en 2019. 2017, du coup, ça avait donné l'alternative qui était un premier début du syndicalisme géré par le parti de la France Insoumise. Ils avaient refait une deuxième tentative à la fin de l'année 2022 qui avait échoué, ce qui a amené du coup en 2023 la création de l'Union étudiante. Eux, le Point Levé, par contre, ils font également aucune distinction entre en fait, ils rejettent la charte d'Amiens dans le sens où pour eux, il n'y a pas de distinction entre l'organisation syndicale et politique. Ils assument complètement le Point Levé et l'organisation étudiante On les deux. de révolution permanente. Il n'y a pas une organisation syndicale, c'est juste organisation étudiante sans plus de précision. Et ce coup-là leur permet de faire un peu ce qu'on appelle du parasyndicalisme, c'est-à-dire s'investir sur certains sujets syndicalistes et du coup se présenter aux élections. Ils ont fait ça aux élections tous, par contre, ils ont fait ça aux élections à l'Université de Bordeaux, à l'Université de Bordeaux-Montaigne, à Bordeaux. Il y avait Santiago qui souhaitait intervenir. Pour moi, il faut actuel. Mon cerveau n'a pas dû évoluer. L'université, c'est un ajout de la République. L'éruption des classes populaires en masse de l'université, la consommation, à partir de ce qui est important, le fait, moi, une bonne tournade. Après, expliquer un certain nombre de choses auxquelles vous avez déjà répondu. Moi, je me rappelle, le maire de mon village, venant avant le 6e, voir notre avenue, il demandait ce qu'on aimerait faire plus tard. Et quand il me parle, il me dit, toi, Santiago, tu vas être une formation comme ton père. Voilà ce que les classes bourgeoises voulaient faire de l'université. Ils veulent toujours faire de l'université. Une chasse gardée. Face à ça, il y a des organisations syndicales qui jouent un rôle de chef de garde. Et pour moi, la réunification, j'ai l'impression que la réunification, à la fin des années 90, est due en fait à un abaissement de la garde idéologique du Parti communiste. On se retrouve dans une direction du Parti communiste dans ces années-là, à la fin de la gauche chilienne, qui a totalement démoli toute perspective politique. Et il faut passer politique à ce point-là, au niveau des syndicats, on est réagi comme ça. Pas de la victorienne. Tu vois, donc la crise majeure que nous on a connue en tant que militants et dirigeants, elle date du milieu des années 80. Et là, c'était pas la gauche plurielle, au contraire, c'était la rupture du gouvernement de gauche. Donc, il faut. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des impacts, des conséquences, mais la direction de l'UNEF à partir de 84. C'est vraiment la lutte à tout prix, quoi, puisque le départ du Parti communiste du gouvernement devait évidemment illustrer un mécontentement populaire et donc il devait y avoir des luttes sociales. Et donc l'UNEF se retrouve dans une dynamique voulant à tout prix mobiliser, ce qui ne s'enclenche pas. Alors il y a des luttes bien sûr qui se font dans les années 80, au printemps 86, mais tu vois ce qui est paradoxal, c'est que lorsque le mouvement de Vaquet s'enclenche, au niveau national, pas au niveau de certaines AG, mais au niveau national, l'UNEF a du mal à embrayer parce qu'elle est sur une thématique justement de refus d'axer la réflexion et la mobilisation sur le retrait d'un projet de loi de droite, alors risquant d'exonérer, entre guillemets, les politiques de gauche sous Chevènement qui étaient aussi critiquées, etc. Or, ce refus, si tu veux, d'axer la priorité sur le projet de loi de Vaquet
a fait que l'UNEF a raté globalement le début de la mobilisation. Donc, tu vois, donc et là, on peut dire quand même qu'il y a eu un aveuglement, un positionnement politique qui a desservi le syndicat. Hein, alors que des AG de province qui peut-être étaient moins proches de ces réflexions politiques ont démarré beaucoup plus rapidement, comme Nancy, Limoges, et ont impulsé le mouvement dans l'université. Moi, je voudrais ajouter une chose sur cet aspect. Moi, la réunification, ça me fait en tant qu'historien, ça me fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que je ne porte pas de jugement de valeur sur les choix qu'ont fait les étudiants de l'UNEF à l'époque. Mais je constate une chose qu'a dit Guillaume tout à l'heure, c'est que pour nous, le syndicalisme étudiant, il ne s'arrête pas en 2001. Et je constate une deuxième chose, c'est qu'entre 2001 et 2024, aujourd'hui, la seule victoire sociale de lutte, c'est le retrait du CPE en 2006, dans laquelle l'UNEF, dite réunifiée, a joué un rôle fondamental en association avec la CGT. La deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, là aussi, je n'ai pas d'opinion, on va dire, c'est que le choix du Parti communiste en 69 ou 68 de s'investir dans l'UNEF, c'est pas le choix, il aurait pu avoir un autre choix, c'est de créer une CGT des étudiants. Pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas totalement incohérent. Ça existe même dans certains endroits. Je sais qu'à Toulouse, ici je ne sais pas, mais je sais qu'à Toulouse, le syndicat CELA, je crois que ça s'appelle, il y a des tentatives, et dans la CGT, il y a des gens qui pensent que ça serait la solution. Sauf que historiquement, en tout cas, ça n'a jamais fonctionné. Parce que si l'université, et je suis bien d'accord, est un terrain de la lutte des classes, je suis bien d'accord, les étudiants ont une spécificité qui ne peut pas se réduire simplement et qui se réglerait par la création d'un syndicat de classe CGT, par exemple, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, qui réglerait ce problème. Donc, ils ont fait le choix de l'UNEF avec toute l'histoire de l'UNEF. C'est-à-dire qu'ils ont même toujours quand il y a une scission, évidemment, les deux branches tentent de justifier la continuité avec la précédente, parce que ça a une forme de légitimation. Et donc, y compris, on se vante à l'UNEF, à mon époque, on se vantait à l'UNEF d'être né en 1907, d'avoir été reconnu d'utilité publique dans les années 20, mais à l'époque, c'était la droite qui dirigeait l'UNEF. Vous voyez, donc ils ont fait le choix d'assumer cette continuité. C'est vrai, c'est pas vrai, il y a des éléments de continuité, il y a évidemment des éléments de rupture, mais c'est pas le choix de créer la CGT. Parce qu'ils pensent que ce n'était pas possible, en fait. Moi, je voudrais, avant de te passer la parole, juste vous donner un témoignage qui est lié effectivement à la réflexion interne actuellement à la FERCSUB-CGT, hein, qui est le syndicat CGT de l'enseignement supérieur, qui est en train de grandir, il faut le dire très tranquillement, qui se pose y compris la question de la réunification avec la FSU, avec le SNSU, hein, puisque les choses sont enclenchées aussi au plan confédéral, pas simplement au niveau de ma fédération, mais y compris avec un débat justement sur la syndicalisation étudiante, pas parce que pour des raisons de principe, mais pour des raisons de réalité. C'est-à-dire qu'il y a déjà des syndicats ouvriers qui syndiquent des étudiants. Je pense à Sud. Bien que Sud. Et je ne sais pas si la CFDT n'avait pas tenté quelques trucs. On peut dire non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il commence à y avoir certains étudiants qui se posent la question de l'adhésion à la CGT. Parce que d'abord, on n'est plus dans l'histoire, je dirais, précédente, où, comment dire, il y avait un champ syndical partagé, où les enseignants, par exemple, qu'ils soient communistes ou pas d'ailleurs, adhéraient plutôt à la FSU ou à la FEN, hein, quand elle existait. Et puis, je dirais, la CGT traditionnellement, pour des raisons historiques, hein, puisque la FEN quitte la CGT après-guerre, lorsque se crée la force ouvrière, et que les enseignants, la fédération des enseignants, qui était à la CGT, refusent de choisir entre force ouvrière et la CGT continuée. Et donc, à partir de là, évidemment, il y a une espèce de tradition après-guerre qui a continué et qui a fait que, d'abord, les communistes, par principe, ne s'investissent pas dans une chapelle ou dans une autre, par des syndicats. Ils s'engagent dans les lieux où se trouvent les gens organisés. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'engager dans les syndicats CFDT
dans des syndicats FO, dans les entreprises où il n'y a pas de syndicat CGT, par exemple. Je le dis pour information. Je veux dire, il n'y a pas une tradition obligatoire d'investissement dans une organisation. Ce qui d'ailleurs pose un problème aujourd'hui, puisque on voit que l'UNEF a de grosses difficultés, en tout cas pour exister ou pour se développer. Et on a vu, mais parce qu'il faut aussi analyser l'évolution, je dirais, du terrain. C'est-à-dire que la jeunesse aujourd'hui, elle a quand même eu, alors c'est ce que moi j'ai observé dans les 20 dernières années, hein, c'est-à-dire j'étais administrateur à l'Université de Bordeaux, j'ai été secrétaire du syndicat CGT, je suis encore co-secrétaire, mais je veux dire pendant 40 ans ou 50 ans, donc je connais l'évolution du terrain, comme on dit. Et ce que moi j'ai pu constater, c'est l'investissement des jeunes plutôt dans les associations, plutôt que dans une organisation syndicale. Et donc, massivement, moi, j'ai vu les jeunes s'organiser, plutôt à la FAGE aujourd'hui, qui regroupe l'ensemble des associations, plutôt que dans un engagement syndical. L'engagement syndical, c'est une bataille, je dirais, culturelle. Hein. Je veux dire, on ne s'engage pas à l'UNEF, ou même comment ça s'appelle, le syndicat Sud, par exemple, Sud étudiant ou ailleurs, je veux dire comme ça, hein, de manière automatique et spontanée. C'est un problème de culture. Or, y compris la culture de l'engagement syndical, dans les milieux professionnels, dans les milieux traditionnels, quelles que soient d'ailleurs les couches sociales, c'est pas non plus une tradition qui est portée massivement. Hein. Je veux dire, à l'université, on a 110 adhérents, si vous voulez, sur 5000 salariés. Pour vous donner, je parle de la CGT, là. Hein. Je veux dire, il y a d'autres organisations syndicales qui organisent, évidemment, d'autres personnes. Mais ce n'est pas quelque chose de partagé. Donc, c'est vrai, le mouvement syndical étudiant, il a une spécificité. La CGT, d'ailleurs, continue à jouer le partenariat privilégié, évidemment, avec l'UNEF. Hein. Je crois qu'à ce niveau-là, la solidarité existe toujours et elle continuera d'exister. Et pour l'instant, les discussions, c'est plus des discussions de faisabilité, si vous voulez, qu'autre chose. Je veux dire, s'il n'y a pas de demande, on va continuer. Je pense que la CGT continuera à travailler avec nous. Non, mais par contre, il faut savoir que c'est une bataille culturelle. Et puis, c'est aussi les jeunes qui décident, quoi, en clair. Hein. Il faut aussi se dire les choses comme ça. Non pas pour en faire une fatalité, mais pour dire que finalement, c'est un de vos combats à mener et créer l'UNEF dont la jeunesse a besoin aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Hein. Vas-y. Attends. Et justement, ça fait d'autres pour les mêmes intérêts à défendre. Il y a une volonté quand même d'organisation digitale. Par contre, ce n'est pas le principal cœur de notre travail quotidien. Justement, sur les problématiques avec le développement de la CGT, la question des décès, etc. Aujourd'hui, ça la CGT étudiante, ça développe pas mal, parce qu'il y a des changements de direction et qui fait qu'aujourd'hui, ce bilan est une ancienne carte de l'UNEF. Qui montre aussi une volonté aussi de la CGT de se rapprocher des syndicats historiques. Mais à Toulouse, ils sont fait une union avec la FSE. Aujourd'hui, il y a une très peu de villes où la CGT, c'est là, étudiante est représentée. Et c'est souvent sous protection de la fédération de la CGT et non pas au niveau de la Confédération nationale. Et nous, on travaille notamment à Bordeaux. On sait que voilà, sur la fédération bordelaise de la CGT, on travaille énormément avec la Confédération, et c'est ça qui est hyper intéressant, hyper enrichissant. On est en train de travailler sur les théorisations de double carte pour les travailleurs saisonniers. L'objectif, voilà, c'est de construire et de reconstruire en fait, tout ce qu'on a pu connaître sur le passé, des collaborations entre les syndicats. Et on parlait des corporatismes avec la FAGE et justement les associations. Et aujourd'hui, nous, on pense que le travail de l'UNEF, c'est aussi de retravailler ces associations-là, parce qu'il y a un gros problème qu'on a laissé aux corporatistes qui considèrent la politique et qui, en fait, ne fait pas énormément de moyens étudiants depuis 2006. Quand la FAGE s'est développée dans les années 2010, 2015, etc., on voit qu'il y a des revenus sociaux énormes pour les foyers étudiants, et la FAGE ne se réveille maintenant parce qu'elle voit les étudiants se réveillent un peu en disant en fait, vous m'attaquez.
par le néolibéralisme, mais par le fait que l'enseignement supérieur est particulièrement attaqué depuis 10 ans. Et on voit que la page de recul aux dernières élections. Et donc, l'objectif, c'est comment l'UNEF est en capacité de retravailler et de reparler avec les associations. Et à l'Université de Bordeaux, c'est très compliqué parce qu'on a une situation politique avec une taille, une grosse université de 56 000 étudiants, une grosse réunification. Aussi, pour nous, nous perdons de droits étudiants, parce que quand on a des grosses universités comme ça, bah, on perd énormément du lien avec les directions. Par contre, sur Bordeaux-Montaigne et sur Sciences Po, là, ici, vous développez la phase il n'y a plus de droit de séance, il n'y a plus de droit parce qu'il travaille avec les associations depuis plusieurs années, nous permettent aujourd'hui de dire que la phase où les associations, soit elles s'affilient directement ou indirectement à l'UNEF, soit elles ne veulent pas s'affilier à quelqu'un parce qu'elles ont déjà le syndicat qui leur permet de. Et ça qui est hyper intéressant. Donc, comment aujourd'hui on est en capacité de reparler aux associations qui sont aujourd'hui le tissu de la vie étudiante. C'est pas non, le syndicalisme, on ne va pas se cacher. On ne parle pas dans les heures de l'apogée du DFSE ou du DFD, c'est compliqué aujourd'hui de militer. Mais le travail des associations nous permet aussi de nous développer et de les considérer. Il y a peut-être une façon on a parlé de l'UNEF, on a parlé de la FRUS, on n'a pas encore parlé de l'Union des grandes écoles, qui était un syndicat qui a donc été pris par des militants Renouveau juste avant la création de l'UNEF Renouveau. Ce qui est intéressant, c'est que l'Union des grandes écoles, au départ, c'est un ensemble de BDE, Bureau des étudiants, qui n'était pas du tout forcément un but syndical. Hein, c'était l'animation des grandes écoles, etc. Et qui, bon, dans le courant des années 60, s'est syndicalisé, on va dire, politisé. L'Union des grandes écoles a toujours un peu joué ce lien entre des revendications, bien sûr, mais aussi le maintien d'une espèce d'animation au sein des grandes écoles qui pouvait passer sur la forme de fêtes ou de, je sais pas, d'animations diverses et variées, mais disons de ne pas se couper, si vous voulez, aussi des préoccupations, entre guillemets, autres que syndicales des étudiants des grandes écoles. C'est un peu aussi, je dis là-dessus, c'est aussi un peu l'une des spécificités de la FRUF, qui était un syndicat, mais qui avait aussi d'abord et avant tout comme rôle, peut-être premier, d'animer la vie en CTU, qui était souvent dure, parce que solitaire, il y avait une solitude très dure. Et donc, la FRUF, c'était des ciné-clubs, des ciné-photos, des choses qui sont importantes aussi, si on veut évidemment élargir la question syndicale. L'UNEF a eu moins bon, pour des raisons qu'on explique dans l'ouvrage, dans les années 80, se coupe de cette idée des services, etc. Bon, mais au départ, il y avait aussi un socle à répondre aussi aux attentes des étudiants afin de faciliter leurs études ou répondre à leur aspiration culturelle. La théorie et le niveau des grandes écoles sont quasiment au point mort, mais nous, à l'Unidaction, justement, on autorise le fait d'investir, de reconstruire en fait ces instances d'organisation parce que c'est hyper important, parce qu'on parle à tous les étudiants, et aussi parce que la théorie qu'on a vue, c'est aussi un moyen de massification du syndical qui est indispensable. Et puis en plus, on l'a vu aussi dans les mobilisations, quand on est capable de recréer du lien social dans les CTU, parce que les étudiants en fait, qui sont déjà habitués à l'idée des pratiques d'organisation collective, qui peuvent être très utiles après dans les périodes de mobilisation. Pour l'instant, c'est simplement, on va dire, le manque de force, de moyens humains qui n'a pas permis de pouvoir construire ces instances-là. Par exemple, à Bordeaux, l'Unidaction, on a repris la ville qui était en ruine en 2022. On a repris l'Unidaction, on a repris la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux. Oui, lors d'un congrès perdu. Ah oui, d'accord. La tendance à gagner le congrès, d'accord. On a quand même fait on a repris, donc on a commencé à faire Bravo. il y a même plus d'UNEF. Et du coup, on a commencé à prendre une activité vraiment militante en septembre 2022 et à se redévelopper, à redevenir un syndicat étudiant qui a porté sur plusieurs sites pendant la mobilisation en retraite. Donc là, par contre, tout ce qui est théorie et l'environnement de l'école, c'est aussi des réflexions qu'on a en interne. Sur la question après des liens, est-ce qu'il doit y avoir aussi des étudiants ou quoi?
Nous, on pense que les étudiants, on revendique un statut spécifique pour les étudiants, le statut de travailleur en formation, d'où le fait que maintenant, à l'IDAction, on n'est ni pour l'allocation d'autonomie de l'agence nationale, ni pour simplement des bourses sociaux. On est pour une allocation sociale des travailleurs en formation, qui soit du coup qui émane du coup d'une nouvelle branche de la sécurité sociale, donc une branche formation au niveau de la sécurité sociale, qui soit du coup gérée par ces cotisations-là, et donc pas simplement par des recettes de l'État, mais également du coup, qui émane du coup du conseil, géré majoritairement par des représentants étudiants, et également parce qu'en fait, l'allocation autonomie de l'UNEF majoritaire actuellement, elle ne confère aucun statut aux étudiants et elle s'adresse à la jeunesse de manière générale. Et également, en plus, elle est universelle, donc elle ne prend pas en compte l'inégalité des coûts de la vie sur les territoires. Par exemple, en prenant l'allocation de 1 200 € actuelle qui est portée aussi bien par l'UNEF que par l'étudiante, il y a 14 villes universitaires de France où ce montant-là est inférieur au seuil de pauvreté, dont à Bordeaux justement. C'est pas acceptable en tant que syndicat étudiant d'avoir une revendication à la fois aussi rigoureuse et qui est un petit peu adaptée en fait aux besoins réels des étudiants. On défend le principe quand même de l'allocation minimum sur ce revenu-là, mais avec des modulations à la hausse selon des situations sociales et selon les coûts de la vie à l'échelle des territoires. Après, nous, pour nous, la preuve que le syndicalisme qui émane de la stabilité ou de la stabilité au niveau étudiant est un échec, c'est que le solidaire étudiant est implanté dans très très peu de villes. Et le peu de villes où ils sont même implantés, voire ils sont entre guillemets hégémoniques, car il n'y a pas d'autres syndicats étudiants. Par exemple, depuis le club de Bretagne, à Pau, ils sont les seuls syndicats étudiants à être implantés. Leur nombre d'adhérents stagne parce qu'en fait, il n'y a pas une réelle réflexion, une réelle volonté de massification aussi du syndical. Ça reste un petit peu dans une culture politique. Tu parles de quelle organisation là? De solidarisation. Mais la CA, par exemple, c'est même à l'échelle nationale qu'elle a fondé la FSE. La FSE qui est en stagnation depuis des années et qui, à Bordeaux, alors qu'elle a été le seul syndicat étudiant pendant 3-4 années, a gagné une victoire syndicale et s'est même affaibli en termes de militants et d'adhérence. Ce n'est pas la concurrence, par contre, qui les a fait, c'est vraiment qu'il n'y avait pas de réflexion de massification. Et nous, par contre, là, on mène des réflexions, c'est sur, comme disait Alain, du coup, sur les travailleurs saisonniers, mais également sur les alternants, pour avoir une politique de double carte avec la CGT. Et également, parce que malheureusement encore, il y a une vision de la CGT là-dessus, on travaille et on retrouve également des réflexions sur les ceux qui sont en master 9, du coup, pour devenir prof, avoir une double carte syndicale avec la CGT. Et également, du coup, pour les lycéens qui sont en BTS ou qui sont en prépa, on a également des réflexions pour introduire des formes de double carte aussi avec les syndicats lycéens. C'est encore qu'à l'objet de réflexion. Pour l'instant, on est plutôt sur des perspectives de travail en commun et de campagne commune. On mène la campagne des travailleurs saisonniers. Du coup, depuis qu'on est implanté à Bordeaux, chaque année, dès que la fin de l'année universitaire approche, on mène cette campagne-là pour la CFD. On mène également des campagnes qui s'appellent SOS Inscription en partenariat au niveau national avec les syndicats lycéens pour, premièrement, du coup, à la fois aider les lycéens qui sont passés par Parcoursup, cette forme de sélection, et qui arrivent à la fac à s'inscrire. Et du coup, après, quand il y a des personnes qui se trouvent sans inscription, à organiser la mobilisation pour faire en sorte que ces personnes-là soient inscrites à la fac pour leur assurer leur droit aux études. Mais donc voilà, on a ces réflexions-là pour avoir des processus de double carte, mais c'est encore qu'à l'état de réflexion. Pour l'instant, ça se met en pratique par des campagnes. Et par contre, du coup, on pense vraiment que c'est utile d'avoir un outil syndical spécifique au travail en formation de personnes et pas simplement une branche d'un syndicat quelconque. Juste une remarque là-dessus, historique. Sur les tentatives de la CFDT de créer ex nihilo en fait, des organisations syndicales dans les années 70, 80 et même au début, alors après la réunification, et même en soutenant la création de la Confédération étudiante. Donc dans les années 70, ça s'appelait le MAS. Au début des années 80, ça s'appelait PSA pour un syndicalisme autogestionnaire. Ouais, MAS, PSA pour un syndicalisme autogestionnaire et ensuite Confédération étudiante. Toutes ces créations venues par la CFDT, venues du haut, sont des échecs. En revanche, la CFDT a essayé de se rapprocher, de construire un partenariat, mais je crois que ça n'a pas abouti, avec la FAGE. Mais la FAGE, c'est une création qui n'est pas une création de
la CFDT. C'est que quand ils ont vu que la CFDT, la FAGE était en dynamique et jusqu'aux dernières élections en tête, ils ont essayé de se rapprocher. Et pour la petite anecdote, il faut savoir qu'un des présidents de la FAGE des années 90 est le demi-frère d'un secrétaire général de l'UNEF. Je dis ça, alors on pourrait dire c'est un hasard familial, etc. Mais il se trouve que les deux, justement, sont de tradition catholique. Hein. Et donc, en fait, c'est quoi ça? Il y a quoi derrière ça, à mon avis, hein, c'est ce sentiment que le syndicalisme étudiant, il doit être aussi au service des choses très concrètes. Et donc, la FAGE, elle a utilisé, elle est rentrée dans cet espace. L'UNEF, au milieu des années 90, a eu de nouveau une réflexion sur des rapports avec les associations, mais ça n'a pas réussi à mettre en place. Et c'est lié à un traumatisme que l'UNEF a connu au milieu des années 80 à la suite de la faillite de sa coopérative, qui s'appelait l'AKL, Centrale d'achat des étudiants et des lycéens. Et après cette faillite, les directions de l'UNEF ont dit, et alors que c'était un axe identitaire depuis 71 des services. C'est-à-dire que l'UNEF gérait des restos U, gérait qu'on appelle des ciné-clubs, enfin, beaucoup de choses. Et c'était vraiment un de ces axes identitaires. Ça a duré donc jusqu'au milieu des années 80, puis après c'est parti. Il y a eu quelques maintiens dans certaines villes universitaires, puis après ça a disparu. Mais on a consacré un chapitre à la question des services. Parce que c'est vraiment pour pareil, hein, tout ce qu'on dit, c'est pas pour dire il faut faire maintenant, il faut faire comme ça, mais c'est pour donner, ça donne aussi des éléments de réflexion historique, quoi, des mesures en compléter sur la question des relations avec les autres organisations syndicales, les salariés. Il y a quand même on essaie de bien décrire l'évolution des rapports entre l'UNEF et les autres organisations syndicales, qui est intéressante un peu en parallèle avec la CGT, bien sûr, des liens privilégiés, et puis il y a un attachement affectif très fort des dirigeants de l'UNEF à l'égard de la CGT, mais aussi avec évidemment la FEN, le SNES-SUP, et puis avec une diversification à la fin, dans les années 90, une tentative un peu de tisser aussi des liens avec d'autres organisations, en gros en dehors de la nébuleuse communiste, qui ne sont pas forcément très, très payantes, mais qui ont pour but un peu d'échapper à l'exclusive des relations qu'il y avait entre ces organisations-là et l'UNEF. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu directement dans les études d'idées entre investir l'UNEF ou investir un syndicat qui est pas la CFDT? Il n'y a pas, avant les années 70, à part l'UNEF, il n'y a pas d'organisation syndicale étudiante. Il y a une scission de droite au début des années 60 qui est parce que comme l'UNEF s'investit contre la guerre d'Algérie, le gouvernement veut. Voilà, donc il y a une scission de droite au début des années 60. Sinon, il n'y a qu'une seule organisation syndicale étudiante, c'est l'UNEF. Et donc, dans lequel on va retrouver toutes les tendances, toutes les sensibilités politiques. Mais ça dure donc jusqu'en 71. Et le PSU, en 70-71, est sur la ligne de créer une organisation politique de masse. Et puis se retire, comme je l'ai dit tout à l'heure, se retire de la direction de l'UNEF. Voilà, en disant le syndicalisme étudiant, c'est pas ça, on va faire la révolution, donc voilà. Ensuite. Attends, juste pour que vous compreniez bien, c'est que le slogan, en gros, des mouvements d'extrême gauche à l'encontre du courant renouveau, qui voulait maintenir c'était en disant voilà, vous voulez revendiquer des gommes et des crayons. C'était dévalorisant. Vous voulez plus faire la révolution, vous voulez faire la révolution, vous voulez faire des aménagements, etc. Hein? Ah oui, d'accord. Et donc voilà, c'est marrant parce qu'il est clair que néanmoins, cet aspect concret, voulant justement éviter de se couper de la masse des étudiants, ça a été l'une des spécificités de l'UNEF, sans qu'elle réussisse à devenir un syndicat de masse comme. Et donc ensuite, la CFDT va
au courant au début, avant son tournant, c'est l'autogestion, etc. Donc, c'est le MARC, le MAS, et puis ensuite PSA. Et en fait, à chaque fois, ce sont des échecs, à chaque fois. Vraiment. Voilà. Et Santiago, tu voulais intervenir? Non, que l'étudiant, c'est un jeune travailleur en formation. Le choix, c'est ça, et que c'est pour ça c'était de créer un syndicalisme étudiant qui serait un syndicalisme travailleur. Et c'est pour ça qu'il réclamait la salaire étudiant. Or, malgré tout, de investir des structures existantes, c'était déjà les AGE. C'était des structures corporatives, par exemple, qui ont été utilisées par les étudiants de la société, les novateurs, qui ont utilisé des structures qui étaient des structures corporatives. Bien avant les années 60, c'était super sage. C'était des corps étudiants. Juste essentiellement d'organiser des soirées de mon nom étudiant, mais pas vraiment des organisations. De toute façon, l'université était investie par la province. Même moi, j'ai vu ça pendant longtemps. Dans la charte de Grenoble, ce n'est pas jeunes travailleurs en formation. Ça n'est pas écrit. C'est jeunes travailleurs intellectuels. Et effectivement, là où tu as raison, c'est que ça a pour conséquence de revendiquer, alors je ne sais pas si vous pouvez appeler ça salaire étudiant, après il y a des nuances ou allocation d'études. Jeunes travailleurs en formation, c'est la formule qui est utilisée par la commission 10, là, j'ai vu les bon, voilà, j'ai oublié. Et qu'il y a d'autres, et que l'UNEF, l'UNEF reprend d'ailleurs. Hein. Bon, voilà, c'était une petite remarque. Moi, je voudrais revenir quand même sur ce que vient de dire Santiago concernant la place et le rôle des AGE. Je veux dire que, pour moi, hein, la place et le rôle des services organisés par une organisation étudiante au service des étudiants. Je pense qu'il y a une sous-destination complète dans dans la construction de la pensée, dans la rencontre avec des mouvements de transformation sociale, justement du rôle de ce genre de service. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que les individus qui nous entourent, les jeunes qui nous entourent, vont rencontrer, je dirais, un mouvement ou une organisation qui va leur donner envie de s'engager si ça ne part pas, je dirais, d'un besoin immédiat, concret, dans leur vie quotidienne. Donc, arrêtons de penser que c'est des grands idéaux. Moi, je suis devenu matérialiste. J'étais très idéaliste quand j'étais jeune. Mais je veux dire que la vie m'a montré souvent que c'est bien parce qu'on commençait par répondre à un besoin immédiat et concret qu'ensuite le dialogue s'établissait et qu'ensuite on pouvait partager un certain nombre d'idées, de représentations sur la vie, sur la société dans laquelle on avait envie de vivre, de faire, et sur les actions à mener ou à construire. Et donc, je pense que cette question des services, ce n'est pas un détail. Et ce n'est pas simplement un problème corpo. Je veux dire qu'y compris même à la CGT, ces débats-là, on les a, hein, tranquillement. Faut-il ou pas répondre aux revendications immédiates? Faut-il s'engager sur des grandes revendications sociétales ou sociales? Je veux dire, vous voyez, il y a vraiment, enfin, je ne sais pas pour vous dire comment il faut penser, agir et faire, mais c'est simplement un retour sur ma propre pratique qui me fait dire que cette question-là, ce n'est pas un détail. Juste un truc en 3 secondes. Alors, je ne sais pas ce que c'est à Bordeaux, mais moi, je vois un peu, j'essaye de tout un peu. Quand je vois, d'ailleurs, j'hallucine. Ça, c'est pas le signe d'un problème. Quand je vois que les organisations syndicales étudiantes organisent comment on appelle ça, des repas, des aides alimentaires, etc., ça, c'est un service. C'est un service, voilà. Et ça me paraît, d'abord, ça montre qu'il y a un vrai problème de situation sociale des étudiants aujourd'hui. Et c'est une réponse de type service qui me paraît assez
assez justifié, quoi, voilà. Et puis, Ivan, sur ce- Alors, oui, moi, j'ai vu, dans les temps, les deux avaient leur avantage. Le point d'orientation, c'est que l'UNEF n'était pas un syndicat qui en parlait, c'était pas un syndicat qui s'inscrivait dans les luttes, qui se reconnaissait un syndicat des étudiants. En revanche, il ne se faisait pas non plus à faire simplement des soirées étudiantes. Les AGE, elles organisaient également à la solidarité avec les sortes de foyers d'étudiants, on l'a fait directement. On pouvait retrouver des livres, on pouvait faire du sport, s'amuser avant beaucoup. Il y avait également la création du premier restaurant universitaire dans les années 20, où notamment à Lille, les étudiants pouvaient manger des repas complets pour 3-4 francs en payant une petite sorte de cotisation au début du mois et qui leur permettait après, pendant tout le mois, de pouvoir se restaurer avant le coup, c'était géré par l'UNEF. Également, les premiers logements étudiants, en fait, qui ont été faits avant 46, avant le mouvement syndical de l'UNEF. Le problème, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas d'analyse syndicale où la plupart de l'UNEF, pas simplement des gens de la grande bourgeoisie, mais c'était plutôt des gens de la petite et moyenne bourgeoisie, donc qui avaient besoin de cette action de solidarité, mais qui n'avaient pas non plus une volonté de créer un syndicat de lutte, mais plutôt se résumer à l'action de solidarité. Sauf que le problème d'après 646, c'est qu'avec le flou de la charte de Grenoble sur le jeune travailleur intellectuel, l'UNEF doit aussi plus se positionner sur des questions plus de politique internationale, et du coup, en parallèle, délaisser des questions purement pratiques d'organisation des luttes étudiantes et d'organisation de solidarité, ce qui fait que dans les années 60, quand l'UNEF a plutôt axé ses luttes sur la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, elle va voir ses effectifs militants chuter au fur et à mesure. Et nous, ce qu'on revendique, du coup, d'avoir à la fois le syndicat de lutte, donc cette conscience, les étudiants sont une couche sociale, les travailleurs en formation, et donc on a des intérêts communs pour lesquels il faut combattre, tout en maintenant du coup des actions concrètes de solidarité comme des bourses libres, des distributions alimentaires, qu'on appelle aussi ce que c'est faire, c'est communiquer, parce que souvent avec les personnes du coup, c'est une opération de gratuit où on prend le contrôle d'un restaurant universitaire et en contact avec les personnels, s'ils sont syndicats à la CP, si possible, ils vont pouvoir distribuer des repas gratuits aux étudiants. Ça peut être également des soirées de temps partiel, des aides aux révisions. Ça peut être en vrai des visites des visites aussi des facs juste avant la rentrée. C'est dans les points de solidarité. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est aussi ce qu'on vient dans ces deux choses. À la fois pour avoir un syndicat de lutte et un syndicat de masse. Mais également, c'est parce qu'en fait, ce qui amène la conscience de classe, c'est aussi la lutte et l'organisation collective. Et un étudiant, c'est aussi, il faut analyser aussi le passage de la classe en soi à la construction dans la démocratie. On n'a pas initialement une conscience de classe en tant qu'étudiant. Moi, je sais que la plupart des étudiants, quand on a une tract, ils arrivent avec des problèmes qui sont plutôt individuels ou plutôt à l'échelle simplement de leur promo. Et ce n'est pas une fatalité, parce qu'en fait, effectivement, ils ont des combats à mener dans leur promo et qui sont communs. Mais en fait, il faut aussi, c'est que nous, on puisse partir de revendications très simples, très concrètes. Il y a une formation, il y a une fac, par exemple, avoir des fichiers d'eau au Crous, avoir le retour des pains gratuits. Parce qu'en fait, juste, les étudiants ils vont directement s'identifier à ça, ils vont dire, oui, là, ça fait consensus, mais tous pour ça, il va y avoir une organisation collective. Et de part après cette organisation collective, cette action de lutte politique, mais cette conscience de classe qui commence à pouvoir se former. Nous, on ne va pas politiser les gens en amont du net, on ne va pas prendre position sur des questions internationales, parce qu'en fait, la majorité des étudiants actuellement ne sont pas politisés. Par contre, en revanche, quand on arrive dans le net, après, par nos luttes collectives et par nos formations, on permet du coup cette politisation et cette prise de conscience de classe. Alors, tu verras que ce discours a été dit à cette fois, parce que c'est un vocabulaire qui n'est jamais utilisé dans ce domaine. Jamais la démarche syndicale est considérée comme un moyen finalement de participer à la politisation des étudiants. Il y a vraiment une culture syndicale qui se démarque du discours politique. Je ne dis pas qu'elle n'est pas politique, bien sûr, parce que globalement, les actions sont un peu celles que tu énonces. Mais il n'y a pas cette volonté, disons, en tout cas dans les discours, de parler de politisation nécessaire des étudiants. Ça, c'est laissé aux organisations politiques. Tu parles, et c'est un peu paradoxal, parce que tu parles de l'international,
l'UNEF Renouveau développe au contraire beaucoup de politique internationale. Hein. Alors évidemment, il y a ce mythe de la guerre d'Algérie, mais qui a été réalisé à partir de 1960. Hein, c'est assez tard, hein, c'est pas toute la guerre d'Algérie, hein, la mobilisation de l'UNEF sur la guerre d'Algérie, et c'est pas la même génération que celle de 46 du tout. Hein, tu vois, donc faut pas dire qu'ils ont à la fois fait la charte de 46 et en même temps mobilisé à l'Inter. C'est pas les mêmes générations, c'est pas les mêmes courants, etc. Cette UNEF Renouveau, elle a vraiment, en gros, jusqu'à l'effondrement du bloc soviétique, après les choses deviennent compliquées, elle a quand même souhaité développer des relations internationales relativement fortes. Hein, Et des campagnes. Et des campagnes pour des mobilisations sensibilisées mais aussi pour participer à une dynamique internationale. Alors, la guerre du Vietnam, tu en as parlé, là, qui est appelée beaucoup encore dans les années 70 la guerre d'Indochine. Hein, c'est marrant, c'est d'ailleurs le vocabulaire qui perdure. C'est évidemment très important, le Chili, etc. Hein. Là, en revanche, l'un des drames, si tu veux, de l'UNEF Renouveau, et qui va vraiment peser lourdement dans son affaiblissement, c'est la Pologne. L'UNEF ne participe pas à la mobilisation sur la question de l'état d'urgence en Pologne à partir de 81, et l'UNEFID va vraiment bétonner là-dessus, justement en présentant l'UNEF comme étant incapable et en refusant de défendre les étudiants polonais, notamment de la branche de solidarité. Donc voilà, après les années 90, l'activité internationale s'effondre et se recentre sur l'Europe de l'Ouest dans le cadre de la construction de l'Union européenne. Mais il y a eu une importance quand même. C'est pas considéré comme étant à excluant. Ça n'a jamais été la priorité, hein, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, mais ça a été quand même chose importante dans l'identité. Hein. Dans les congrès, par exemple, quand il y avait des congrès internationaux, il y avait un côté festif très fort, parce que l'accueil des délégations était vraiment très, très, très important. Et moi, justement, comment on justifie le fait qu'on ne peut pas prendre la part politique et par contre qu'on prenne position, par exemple, sur le Chili, sur la Palestine, etc. Bon, il n'y a pas de justification, comment dirais-je, théorique, c'est-à-dire que c'est simplement, on défend la démocratie au Chili, on défend les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc la défense des Palestiniens, enfin voilà. La répression, voilà. Alors, après, l'UNEF fait partie de l'Union internationale des étudiants, qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale. Elle est quasiment la seule organisation étudiante d'Europe de l'Ouest dans une organisation internationale qui rassemble les organisations des pays d'Europe de l'Est et des pays du tiers-monde. Voilà. Et elle théorise l'idée qu'elle est un point de communication et de jonction entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, mais aussi, effectivement, du tiers-monde. Et là, dans les congrès de l'UE, l'UNEF essaye de trouver aussi de dire les étudiants, ils ont des revendications propres d'étudiants. Bon, c'est vrai que dans les pays de l'Est, leurs revendications sont, comment dirais-je, accomplies, enfin, sont satisfaites, ce qui n'est pas vrai, évidemment, hein. Mais il y a cette manière de faire. Et puis, au début des années 80, l'UNEF, alors c'est décrit dans le détail, c'est assez compliqué, veut être à l'initiative de la création d'une organisation des étudiants d'Europe de l'Ouest. Voilà. Mais en fait, se fait doubler, alors qu'elle est à l'initiative, se fait doubler par l'UNEFID. Bon, c'est assez complexe, vous verrez dans le livre. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi le meeting européen, qui rassemble justement ce sont des réunions ponctuelles entre organisations d'Europe de l'Est et d'Europe de l'Ouest. Et puis après, dans les années 90, tout ça se... Oui, pas totalement. L'objectif dans les années 90, c'est de peser sur les politiques européennes qui maintenant deviennent universitaires.
Et donc, il y a des rencontres, des tentatives de mobilisation à l'échelle La européenne. proposition contre le traité de Maastricht. Donc, voilà, bon, mais ça, tous les syndicats avaient une politique internationale. Hein, et je pense qu'on toujours. Ouais, mais pas beaucoup. C'est vrai que quand je suis l'UNEF et l'Union étudiante, même la FAJ, mais c'est autre chose, c'est vrai qu'on voit très peu de choses sur l'international. Alors, il y a une question de moyens, sans doute, mais La plupart du temps, le relevé, c'est pas parler de la matérialité des étudiants, mais parler de l'équipe internationale, des etc. Mais dans le net, du coup, c'est un peu plus dangereux dans quelle mesure on peut intervenir justement sur des questions comme ça, internationales, qui font de prime abord sur le politique. On ne parle pas du génocide, de la démocratie, etc. Mais en fait, où à partir du moment où on va sur des sujets aussi clivants, dans quelle mesure on peut rassembler les étudiants et étudiantes de l'Ukraine en fait. Et du coup, de discussion sur comment on fait justement pour rester sur les critères matériels et l'existence des étudiants et étudiants, tout en prenant une vision démocratique et justement au niveau de l'interaction qu'on a développé, c'est que les questions internationales nous touchent à partir du moment où elles ont un lien plus direct avec les solutions. Par exemple, à Sciences Po, la Palestine, Israël a un contrat avec le Sciences Po Bordeaux, et justement, on dénonce ce fait-là. Par contre, on n'a pas d'idée politique de la solution à deux États, Israël, Palestine, etc. Et du coup, justement, au niveau du négociation, comment ça se caractérise? Non, bien sûr, il n'y avait pas de. C'était une politique. Non, mais c'est aussi de parler dans les milieux, il n'y avait que des relations étudiantes. Oui. Ah, voilà. C'était pas une Oui, c'était étudiant et étudiant. politique. C'était pas avec les partis politiques ou les organisations politiques étudiantes. C'était avec les syndicats étudiants. Ça. Mais la solidarité, c'était aussi une solidarité, on va dire. Alors, au tout début, ils utilisent le mot anti-impérialisme. Dans le discours de Konopnicki au premier congrès, il y a anti-impérialisme. Après, le mot n'est plus utilisé, mais il y a solidarité internationale, la paix, la question de la paix. Et ça, c'est une question très importante. Ce n'est pas toujours réduit simplement à la défense des intérêts matériels. Mais tu as raison, hein, vous avez raison, vous mettez le doigt sur quelque chose. Il y a une contradiction entre un discours qui se veut syndical, concret au niveau français, mais qui, à la question internationale, est plus politisé malgré tout. Quand même plus politisé. Hein, mais ils ne le vivent pas comme une contradiction. Mais on est aussi à l'époque, je rappelle, qu'il y a encore deux blocs. Voilà, il y a aussi que l'inflation autorise la possibilité de la double carte, c'est-à-dire qu'on a une carte locale, on a une carte politique, et que dans la cartographie, pour que ça fonctionne bien, il faut que l'organisation syndicale et l'organisation politique soient purement complémentaires et donc pas concurrentielles sur certains sujets. En fait, du coup, ce qu'on lance les c'est si on se positionne sur les questions internationales, quelle est la frontière entre l'engagement politique et syndical. Bien sûr que certains de l'UNEF vont être totalement engagés contre ce qui se passe à Gaza, contre plein de mobilisations anti-impérialistes. Mais si l'UNEF est en position comme ça, il y aura certains discours entre est-ce que je m'engage en tant qu'UNEF ou est-ce que je m'engage en tant que militant politique. Et donc en fait, c'est aussi, je me demande comment l'UNEF Solidarité étudiante, qui avait un parti public, qui avait beaucoup vraiment de liens avec les jeunesses communistes à l'époque, théorie du coup cette complémentarité entre l'organisation syndicale et politique au niveau de la frontière. Il n'y a pas de théorisation. Il n'y a pas de théorisation. C'est chacun chez soi. Et publiquement, je veux dire, on est l'organisation syndicale de tous. Je parle en théorie. Hein, il n'y a pas de. Alors après, dans les relations de direction à direction, ça peut frotter, hein, mais il n'y a pas de discours. Alors à l'inverse, bon, là, il peut y avoir peut-être un discours à l'UEC sur la question du syndicat, mais il n'y a pas publiquement et en théorie dans les textes de congrès un discours du syndicat sur
la manière dont on s'articule à la question politique. Alors, il y a Jonathan qui souhaite intervenir. On n'en a pas entendu beaucoup dans l'Assemblée, et c'est un peu dommage, mais vas-y. Oui, alors, a fait beaucoup d'efforts pour tenter de s'investir dans les IUT. Hein, voilà, considérant que c'était des enfants de la classe ouvrière, etc. Et donc, ces formations en 2 ans, puis, des fois, il n'y en avait plus au départ, puis après, qui sont développées. L'UNEF a vraiment tenté à plusieurs reprises, même dans les années 90, hein, de développer des campagnes pour essayer de s'y implanter. Bon, le problème, c'est que peut-être le temps de la durée des études étant tellement courte, que c'est clair qu'implanter un syndicat pérenne en unité, c'était vraiment très, très difficile. Hein. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Oui, bien sûr. Hein, mais bon, globalement, il y a eu vraiment, tu verras, il y a eu des moments où, dans les archives aussi, il y a eu des campagnes très, très importantes, beaucoup d'efforts, mais qui voilà, n'ont pas réussi à aboutir à une structuration pérenne, hein, globalement. Sur les grandes écoles, donc ça c'était l'UGH, s'en occupait, et sur les prépas, l'UNEF a développé, dans les années 70, il y avait une UNEF prépa, hein, qui avait pour but, avec une structuration globalement parisienne essentiellement, hein, puisque en province, c'était les AG, hein, qui géraient aussi les étudiants en prépa. Et donc, voilà, il y a une tentative, mais qui ne se déploiera pas à partir des années 80. Et le responsable qui justement il ne pas. Et dans les collectifs de faire des émotions des unités c'est un gros problème. C'est donc qu'il a apporté justement et c'est compliqué parce que oui, comme vous dites, en 2 ou 3 ans, comparé à un master à la fin de 5 ans, vous pouvez récupérer en N3, vous pouvez récupérer en N2, etc. On est venu dans un débat, mais c'est déjà la fin. C'est la problématique de comment on fait pour investir ces démarches. Une protection des droits des étudiants. Alors, et d'autant plus qu'il y a un essor considérable de ne prépa. Il y a une explosion par rapport aux 1970. Donc, c'est clair que. Je t'invite à le moteur de recherche à une prépa. Tu verras la propagande qui était produite et qui, effectivement, prend des revendications qui peut-être d'actualité. et sur les BTS et les DUT, cette UNEF-là avait une spécificité, c'est d'apporter beaucoup d'attention à la question des formations professionnalisantes. Et notamment le soutien à la loi Savary est lié à notamment une note sur l'institut, la création de diplôme qui s'appelait DOST. Donc, il y avait pas, c'était le DUG en 2 ans, puis ensuite la 3e année, c'était la licence. Donc, il y avait une création de diplôme qui s'appelait les DOST, qui avait normalement pour fonction, au sein des universités, pour fonction de diriger vers des formations plus professionnalisantes au sein des universités. Et ça, c'était une spécificité de cette UNEF-là, contrairement à l'autre, moi, jusqu'au milieu des années 80, qui disait non, l'université, c'est simplement l'enseignement général du citoyen. Vous voyez, donc ça, c'est un souci que cette UNEF a toujours, enfin, oui, a toujours eu. Voilà. Et justement, enfin, moi, je pense que si on veut vraiment prendre prise avec les problématiques d'aujourd'hui, l'université, elle a changé complètement de mission. C'est-à-dire qu'avant, on avait 3 missions centrales, la formation initiale, la recherche, pour aller vite. Aujourd'hui, on en a 9 missions principales. Il y en a une qui est en train de se développer, malheureusement sans moyens, depuis un certain nombre d'années, qui s'appelle la formation professionnelle tout au long de la vie. Or, il y a là un moyen nouveau d'établir un lien avec la société, avec les entreprises, parce qu'à terme, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé et contraint de faire des études hyper longues, mais qu'on peut avoir un va-et-vient permanent entre le monde du travail et le monde de la formation, et l'enseignement supérieur a une place considérable à occuper dans cette nouvelle façon de penser l'enseignement supérieur et la recherche. Je ne développerai pas, mais il y a vraiment un terrain de convergence, y compris avec les grandes confédérations ouvrières, parce que moi, je me suis syndiqué, je vais dire très, très tranquillement les choses, c'est parce que grâce à la rencontre avec des dirigeants ouvriers qui venaient nous expliquer pourquoi je me battais comme vous, mais je me battais à l'époque pour la revendication de la reconnaissance des DUT dans les conventions, dans les conventions professionnelles. Vous voyez, donc, y compris même l'État ne reconnaissait pas ses propres diplômes dans ses grilles de qualification. Mais dès qu'on commence à s'intéresser, je dirais, à la vie concrète, je dirais, des gens et donc des jeunes, eh bien, je crois qu'on intéresse beaucoup plus et on permet effectivement de créer justement des passerelles, des points de rencontre, des points de jonction. Et après, vous savez, il faut laisser l'intelligence humaine se développer. Quand on commence à être curieux, et tout de suite, on va essayer de comprendre pourquoi il m'arrive tel truc et pourquoi ça me tombe dessus, pourquoi on m'empêche de poursuivre des études, pourquoi on me donne pas, on m'offre pas un débouché professionnel et pourquoi la société est incapable, alors qu'il y a de l'argent qui dégueule partout, de répondre à des besoins de services publics, à des besoins d'emploi, etc., etc. Je ne vais pas développer, mais bravo pour ce que vous faites et pour votre engagement. Yann, peut-être un dernier mot? Non, non. C'est bon? Il n'y a pas de réflexion. Marin, c'est bien, impeccable. Merci beaucoup.